Avant de me juger, laissez-moi vous raconter comment j'en suis arrivé là. Pendant des années, j'ai apporté le bon vin, j'ai payé les vacances et j'ai comblé les silences avec une gentillesse qui, pour moi, était la définition même de la famille. Je ne leur avais jamais parlé de l'héritage. Non pas que je le cachais, mais parce que je ne pensais pas que cela avait la moindre importance. Et puis, ce réveillon de Noël, ma sœur a aperçu par inadvertance le solde de mon compte sur mon téléphone. En moins d'une heure, les chuchotements se sont transformés en exigences. Partage, ou nous te tournons le dos. Je n'ai pas discuté. J'ai simplement souri. Et dès qu'ils ont détourné le regard, j'ai ouvert mon carnet et j'ai réécrit chaque nom sur mon testament. Ce qui s'est passé ensuite, il faut le voir pour le croire. L'odeur du chapon doré qui rôtissait lentement dans le four emplissait ma maison de campagne normande, une promesse olfactive de paix et d'harmonie familiale. Mais je savais mieux que quiconque à quel point cette illusion pouvait être fragile. J'avais passé les 3 dernières semaines à orchestrer chaque détail de ce réveillon de Noël, à polir l'argenterie de ma grand-mère, à réorganiser les meubles du salon pour que tout le monde ait sa place, et même à acheter des fleurs fraîches pour chaque pièce. À 58 ans, j'avais appris que la perfection dans les détails pouvait, au moins temporairement, masquer les fissures émotionnelles qui parcouraient notre famille comme des veines invisibles. Si seulement on pouvait polir les relations familiales avec la même efficacité. Martine est entrée dans la cuisine, ses yeux balayant les plateaux de légumes rôtis et la purée de marrons que je préparais depuis l'aube. Ma cousine était arrivée en avance, comme toujours, s'offrant pour aider sans jamais rien attendre en retour. C'était l'une des rares qualités que j'appréciais encore profondément chez quelqu'un. Elle portait un simple pull en cachemire gris et un jean bien coupé, une élégance discrète qui contrastait vivement avec ce que je savais qui allait suivre. Je lui ai tendu le plat de farce aux champignons, remarquant comment ses yeux se sont adoucis avec cette expression de compréhension silencieuse que nous avions développée au fil des ans. Martine et moi n'avions jamais été fusionnels, nos vies ayant pris des chemins trop différents, mais il y avait quelque chose de réconfortant dans sa manière d'être, pragmatique et sans prétention. Et la sonnette a retenti juste au moment où je vérifiais le chapon pour la dernière fois. À travers la fenêtre, j'ai vu la voiture de Chantal se garer, suivie de près par Hugo. Ma sœur cadette avait toujours eu le don d'arriver à l'heure exacte, pas une minute avant, pas une minute après, comme pour prouver que son temps était trop précieux pour être gaspillé à attendre. Hugo, mon neveu de 35 ans, marchait derrière elle avec ce sourire calibré qu'il avait perfectionné pour ses réunions familiales. Je me suis essuyé les mains sur mon tablier et je suis allé ouvrir la porte, composant mon propre sourire d'hôtesse. Chantal m'a enveloppé dans une étreinte qui sentait le parfum cher et un désespoir à peine dissimulé. Sa silhouette, moulée dans un chemisier en soie couleur crème et un pantalon noir impeccablement coupé, criait une opulence étudiée mais fragile. Ses talons aiguilles claquaient sur le parquet ancien, chaque pas une affirmation. La maison est magnifique, comme toujours, a-t-elle murmuré. Hugo s'est penché pour m'embrasser sur la joue, et j'ai senti la tension dans ses épaules. Il y avait quelque chose de différent en lui, une énergie nerveuse que je ne lui connaissais pas. Je les ai conduits au salon, où Martine avait déjà servi le champagne et allumé un feu dans la grande cheminée en pierre. Pendant la demi-heure qui a suivi, nous nous sommes livrés à cette danse familière de la conversation polie, le climat, les grèves à Paris, les dernières nouvelles politiques. J'écoutais attentivement, mais une partie de mon esprit calculait les temps de cuisson, s'assurant que tout serait parfait. Ce n'est qu'une fois assis à table que j'ai commencé à remarquer les regards. Hugo, en découpant son chapon avec une élégance délibérée, a lancé la première pique. Tantine Amélie, tu nous gâtes, tout ce repas a dû coûter une petite fortune. C'était un commentaire étrange, le genre d'observation que l'on fait quand on sonde le terrain, cherchant une information sans la demander directement. Ce n'est rien, ai-je répondu en me servant un peu de sauce. J'aime cuisiner pour la famille. Chantal a levé sa coupe de champagne, ses yeux brillants de cette intensité que je lui connaissais depuis notre enfance, lorsqu'elle manigançait quelque chose. À Amélie, qui prend toujours si bien soin de nous. Nous avons trinqué, mais quelque chose dans l'air avait changé. Je pouvais le sentir, comme un courant électrique avant un orage. La conversation a continué, mais elle était désormais parsemée de commentaires curieux sur ma maison, ma retraite, comment je me débrouillais si bien en vivant seul. Martine participait peu, observant plus qu'elle ne parlait, me lançant de temps en temps des regards qui semblaient s'excuser pour quelque chose qui n'était pas encore arrivé. C'est pendant le dessert, une magnifique bûche de Noël que j'avais commandée chez le meilleur pâtissier de la région, que mon téléphone, que j'avais bêtement laissé sur le buffet, s'est allumé avec une notification bancaire. Je n'aurais pas dû le laisser là. J'aurais dû être plus prudente. Mais après un an à vivre avec ce secret,
j'avais commencé à baisser ma garde. Le message est apparu sur l'écran juste assez longtemps pour que Chantal, qui servait le café, le voie. Amélie, sa voix était étrangement contrôlée, ce chiffre sur ton téléphone. Le silence s'est étendu sur la table comme de l'encre se répandant sur du papier blanc. Martine a posé sa fourchette. Hugo a levé les yeux de sa part de gâteau, et j'ai senti le temps s'arrêter. Quel chiffre? Ai-je demandé, bien que je sache exactement ce qu'elle avait vu. Celui de ton compte en banque. Chantal s'était approchée de mon téléphone, et bien qu'elle ne l'ait pas touché, son regard était fixé sur l'écran maintenant sombre. On dirait qu'il y avait beaucoup de zéros. Hugo s'est redressé sur sa chaise. De quoi tu parles, maman? Amélie? La voix de Chantal avait pris ce ton doux mais insistant qu'elle utilisait quand elle voulait quelque chose. Y a-t-il quelque chose que tu ne nous aurais pas dit? J'ai pris une gorgée de vin, sentant tous les regards se concentrer sur moi. Pendant un instant, j'ai envisagé de mentir, d'inventer une explication quelconque, mais la vérité, c'est que j'étais fatigué. Fatigué de me cacher, fatigué de prétendre. C'est compliqué, ai-je finalement dit. Compliqué comment? Hugo s'était penché en avant, ses yeux brillant d'une intensité qui ne me plaisait pas. Martine me regardait avec inquiétude. Elle avait senti la tension monter, la manière dont Chantal et Hugo s'étaient positionnés comme des interrogateurs. Il y a un an, ai-je commencé, en choisissant mes mots avec soin, j'ai reçu un héritage inattendu d'un ancien étudiant. Le silence qui a suivi était assourdissant. Un héritage? Chantal avait reposé la cafetière avec plus de force que nécessaire. On parle de combien? Chantal, intervint doucement Martine, ce n'est peut-être pas le moment. Non, a rétorqué Hugo, reprenant contenance, ça nous concerne tous. Tantine Amélie, je ne dis pas que tu nous dois quoi que ce soit, mais, enfin, si, peut-être un peu. Nous sommes la seule famille qu'il te reste. La manipulation était si transparente qu'elle m'a presque fait rire. J'ai planté mon regard dans celui de ma sœur, puis dans celui de mon neveu. La somme était considérable. Considérable comme dans des milliers, ou considérable comme dans... Hugo n'a pas terminé sa phrase, mais il n'en avait pas besoin. Des millions, ai-je dit simplement. Le mot est tombé entre nous comme une pierre jetée dans un étang tranquille. J'ai pu voir les ondes de choc se propager sur leur visage comme si je venais de jeter un pavé dans la mare de notre tranquille dîner de Noël. La surprise pure et simple sur les traits de Martine. Une avidité à peine dissimulée qui illuminait les yeux d'Hugo, comme un loup qui aperçoit un agneau égaré. Et chez Chantal, un cocktail complexe de stupéfaction, d'envie et de calcul mental si rapide que j'aurais presque pu entendre le bruit des rouages dans sa tête. On aurait dit qu'elle venait de réaliser que le ticket de loto qu'elle avait dédaigné était en fait le gros lot, et qu'il était dans ma poche. Des millions, a-t-elle répété, sa voix s'asseyant lourdement dans le silence. Et tu n'as pas jugé bon de nous le mentionner? Je n'en ai pas vu la nécessité, ai-je répondu, et c'était la vérité. Au cours de cette dernière année, j'avais vécu exactement comme avant. Dans le même appartement modeste du 14e arrondissement que je louais depuis 20 ans, conduisant la même Peugeot 208, portant les mêmes vêtements. La seule différence était ce compte en banque que je consultais rarement et les chèques anonymes que j'envoyais à des œuvres caritatives. L'argent n'avait pas changé ma vie, il m'avait simplement offert une tranquillité d'esprit que je n'avais jamais connue. Pas vu la nécessité? La voix d'Hugo avait grimpé d'une octave. Tantine Amélie, nous sommes ta famille. La famille se dit ce genre de choses. Vraiment? Ai-je demandé en haussant un sourcil. Comme toi, tu m'as parlé de tes problèmes financiers? Hugo a pâli. Comment tu sais? Je sais beaucoup de choses, Hugo. Y compris le fait que ta dernière start-up, celle qui devait révolutionner la livraison de fromages affinés par drone, s'est écrasée aussi vite qu'un de tes appareils après une rafale de vent. Le coup avait porté. Je l'ai vu se ratatiner, ses plans soigneusement élaborés se désagrégeant sous ses yeux. Amélie, ce n'est pas juste, a dit Chantal, mais sa voix manquait de conviction. Hugo traverse une période difficile. Nous tous. Les choses sont compliquées depuis la crise, et vous avez supposé que je serais votre plan de sauvetage. Ce n'était pas une question. Tu es notre famille, a dit Chantal. Et quelque chose dans son ton m'a fait comprendre qu'ils en avaient parlé avant. Qu'ils avaient planifié cette conversation. La famille prend soin des siens. Martine s'est raclé la gorge. Je crois que nous devrions peut-être. Non, a dit Hugo,
retrouvant un peu de sa superbe. Martine, cela nous concerne tous. Tantine, je ne dis pas que tu nous dois quoi que ce soit, mais, eh bien, si, peut-être un peu. La manipulation était si grossière que j'ai dû me retenir de sourire. Et que suggérez-vous, exactement? Ai-je demandé, ma voix glaciale. Chantal et Hugo ont échangé un regard, une de ces communications silencieuses qui passent entre complices. Eh bien, a commencé Chantal, lentement, tu pourrais aider Hugo avec ses dettes. Et moi, eh bien, la toiture de la maison de Meudon a besoin de réparations urgentes, et ma retraite n'est pas exactement ce qu'elle devrait être. Son chemisier de soie semblait soudain moins luxueux, plus comme une armure fragile contre la réalité de ses finances. Ses mains, parfaitement manucurées, reposaient sur la nappe, mais je pouvais voir une légère tension dans ses doigts. Autre chose? Ne sois pas sarcastique, Amélie. Chantal avait abandonné toute prétention de subtilité. C'est sérieux. Tu as plus d'argent que tu ne pourrais en dépenser en une vie, et nous luttons point. Et pourquoi est-ce ma responsabilité? Parce que nous sommes ta famille. Hugo avait frappé la table, faisant tinter les verres. Parce que la famille est censée prendre soin les uns des autres. La famille, ai-je répété lentement. La famille. Comme quand papa était en train de mourir, et que tu étais trop occupé à organiser un week-end à Deauville pour lui rendre visite, Chantal? Ou comme quand maman avait besoin d'aide après son AVC et que tu as disparu pendant des mois pour trouver l'inspiration en Thaïlande, Hugo? C'était différent, a marmonné Chantal. Différent comment? Parce qu'il n'y avait pas d'argent en jeu? Martine était restée très silencieuse, ses mains jointes sur la table. Je pouvais voir dans ses yeux qu'elle comprenait exactement ce qui se passait, comment le réveillon de Noël s'était transformé en embuscade. Écoute, a dit Hugo, changeant de tactique. On ne demande pas la charité. Tu pourrais considérer ça comme un investissement. Je pourrais tout te rembourser une fois que mes affaires auront redécollé. Tes affaires? Celles qui ont fait faillite parce que tu as mis tout ton capital dans des crypto-monnaies dont même le nom était une blague. Hugo est devenu rouge pivoine. C'était un mauvais coup du sort. C'était de la stupidité. Et maintenant, tu veux que je paie pour ta stupidité. Amélie, a dit Chantal, sa voix maintenant tranchante comme de l'acier, je pense que tu es très dure. Nous espérons que tu vas reconsidérer. La famille, ça veut dire partager, ça veut dire être là quand les autres ont besoin de toi. Je l'ai regardé longuement, voyant vraiment ma sœur cadette pour la première fois depuis des années. La femme qui avait été jalouse de moi depuis l'enfance, qui avait rivalisé avec moi pour l'attention de nos parents, qui avait passé des décennies à collectionner les ressentiments comme d'autres collectionnent les timbres. Tu sais quoi, Chantal, ai-je finalement dit, tu as raison. La famille, ça veut dire être là quand les autres ont besoin de toi. J'ai vu ses yeux s'illuminer d'espoir. C'est pourquoi, ai-je continué, il est si intéressant que ni toi, ni Hugo, n'ayez jamais demandé pourquoi Étienne Dubois m'avait laissé son argent. La question les a pris par surprise. Je pouvais voir leurs esprits s'emballer, essayant de traiter cette nouvelle information. Étienne était un étudiant dans ma classe de littérature du 19e siècle à la Sorbonne, il y a 20 ans. Un garçon brillant, mais incroyablement timide, qui luttait contre la dépression et l'isolement. Ses parents étaient morts dans un accident. Il n'avait pas de frères et sœurs, pas de vrais amis. Il pensait au suicide. Martine avait fermé les yeux, comme si elle savait où cette histoire allait nous mener. J'ai passé des heures avec lui après les cours, non pas parce que j'étais payé en plus, non pas parce que c'était mon devoir, mais parce que c'était un être humain qui avait besoin d'aide. Je l'ai mis en contact avec un centre médico-psychologique. Je l'ai invité à dîner chez moi les soirs où je savais qu'il n'avait mangé que des sandwichs triangles pendant des jours. Je lui ai prêté des livres de ma bibliothèque personnelle, des petits gestes, des actes de bonté qui ne me coûtaient rien, sauf du temps. Amélie, a murmuré Chantal, mais j'ai continué, ma voix stable et claire. Étienne a eu son diplôme. Il est parti travailler dans la tech, il a réussi, une réussite extraordinaire. Et apparemment, il n'a jamais oublié la professeure qui l'a aidé quand personne d'autre ne le faisait. Il m'écrivait de temps en temps, juste pour garder le contact. Des lettres sur des livres, sur la vie, sur la manière dont il construisait quelque chose d'important. J'ai fait une pause, prenant une autre gorgée de vin. Il est mort l'année dernière. Un cancer. Il n'avait pas de famille. Il ne s'est jamais marié. Et il m'a laissé sa fortune. Pas parce que j'étais sa parente,
pas parce que j'y avais droit, mais parce que je lui avais montré de la bonté quand personne d'autre ne le faisait point. Le silence s'est étendu, épais comme de l'huile. Alors, quand vous parlez de famille, ai-je dit, en regardant Chantal droit dans les yeux, quand vous parlez d'être là pour quelqu'un, de prendre soin les uns des autres, je me demande, quand est-ce que l'un de vous s'est soucié pour la dernière fois de mon bien-être sans attendre quelque chose en retour? Hugo a commencé à tripoter nerveusement sa serviette. Chantal fixait son assiette, son visage une toile de contradiction. Ce dîner, ai-je continué, êtes-vous venu parce que vous vouliez passer du temps avec moi, ou parce que vous espériez que je résoudrais vos problèmes financiers? Ce n'est pas juste, a murmuré Hugo. Pas juste? Tu sais ce qui n'est pas juste, Hugo? C'est que tu aies passé des années à supposer que cette maison serait à toi un jour, sans jamais te demander si j'avais d'autres projets. Tu sais ce qui n'est pas juste, Chantal? C'est que ta première réaction en apprenant mon héritage n'ait pas été de la joie pour ma bonne fortune, mais de calculer combien tu pourrais en obtenir. Martine a finalement parlé. Amélie, je pense que nous avons tous besoin de souffler un peu. Non, Martine. Je pense que nous avons besoin d'être honnêtes. Je me suis levé, commençant à ramasser les assiettes à dessert avec des mouvements délibérés et calmes. J'ai passé cette année à apprendre quelque chose d'important sur l'argent. Il ne vous rend pas généreux. Il ne fait qu'amplifier qui vous êtes déjà. Je me suis dirigé vers la cuisine, mais je pouvais entendre Chantal et Hugo murmurer entre eux, leur voix chargée d'indignation et de planification. Quand je suis revenu, ils avaient recomposé leurs expressions en masque de raison blessée. Amélie, a dit Chantal, je sais que c'est une surprise. Peut-être que nous nous y sommes mal pris, mais tu ne peux pas nous en vouloir d'être surpris, d'espérer que ta famille fasse partie de ta vie. Ma famille, ai-je répété, et quelque chose dans mon ton les a tous fait se redresser. Pendant 30 ans, j'ai organisé ces dîners. Pendant 30 ans, j'ai envoyé des cadeaux d'anniversaire et de Noël. Pendant 30 ans, j'ai été disponible pour les appels téléphoniques, les crises et les célébrations. Et savez-vous ce que j'ai reçu en retour? J'ai attendu, mais personne n'a répondu. Du silence. De longues périodes de silence, interrompues seulement lorsque vous aviez besoin de quelque chose. Une invitation occasionnelle à des événements familiaux où j'étais traité comme la vieille tante un peu pathétique qui avait besoin de charité sociale. Ce n'est pas. A commencé Hugo. Ce n'est pas vrai? Quand est-ce que l'un de vous m'a appelé juste pour savoir comment j'allais? Quand est-ce que vous m'avez invité à quelque chose sans avoir besoin que j'apporte quelque chose, que je fasse quelque chose, ou que je paie quelque chose? Le silence était leur réponse. Étienne, ai-je dit doucement, m'appelait tous les 3 mois. Juste pour discuter. Pour me parler d'un livre qu'il avait lu, pour me poser des questions sur ma retraite, ou simplement pour entendre ma voix. Il ne m'a jamais rien demandé. Il n'a jamais rien attendu. Il se souciait, tout simplement. Martine avait les larmes aux yeux. Chantal et Hugo ressemblaient à des enfants pris en faute, mais je pouvais voir la résistance se durcir dans leurs expressions. Alors oui, ai-je continué, vous avez raison sur la famille. La famille prend soin des siens. La famille est là quand on a besoin d'elle. La famille ne tient pas de registre de faveur ou ne compte pas qui doit quoi à qui. Je me suis dirigé vers l'armoire du vestibule où je gardais les manteaux. Le problème, c'est que vous n'avez pas été ma famille depuis des années. Vous avez été des connaissances qui partagent mon sang. Qu'est-ce que tu fais? A demandé Chantal, se levant de sa chaise. Je rentre chez moi, ai-je dit en enfilant mon manteau. Mais, c'est ta maison. N'est-ce pas? Ai-je dit en attrapant mes clés sur le crochet près de la porte. C'est une maison que j'ai achetée pour rendre heureux des gens qui n'ont jamais été vraiment heureux de me voir. Hugo s'était levé aussi. Tantine Amélie, tu ne peux pas simplement partir. Nous devons en parler. Non, Hugo. Nous n'avons pas besoin. Je me suis dirigé vers la porte. Vous avez besoin d'accepter que votre plan de sauvetage financier vient de s'évaporer. Amélie. La voix de Chantal était montée jusqu'à devenir un cri. Tu ne peux pas faire ça. Nous sommes ta famille. Je me suis arrêté, la main sur la poignée de la porte, et je me suis retourné pour la regarder une dernière fois. Tu as raison, ai-je dit. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux plus prétendre que nous sommes une famille, alors que de toute évidence, nous ne le sommes pas. Qu'est-ce que ça veut dire? A demandé Hugo. Ça veut dire que j'espère que vous apprécierez le reste du dessert. Fermé à clé en partant. Et sur ce, j'ai quitté ma propre maison de campagne,
laissant derrière moi 30 ans de réunions familiales forcées et l'illusion que le sang partagé signifiait l'amour partagé. L'air froid de décembre m'a frappé au visage alors que je marchais vers ma voiture, et pour la première fois depuis des heures, j'ai pu respirer profondément. Derrière moi, j'entendais des voix s'élever dans une dispute, Chantal criant, Hugo se défendant, Martine essayant de calmer le jeu, mais leurs mots se sont perdus dans le vent. Alors que je roulais vers mon appartement à Paris, je n'ai ressenti ni tristesse ni colère. Juste une étrange sensation de soulagement, comme si j'avais enfin laissé tomber un poids que je portais depuis si longtemps que j'avais oublié ce que c'était de marcher sans lui. L'héritage d'Étienne ne m'avait pas changé. Il m'avait seulement donné la liberté d'arrêter de prétendre que les choses étaient différentes de ce qu'elles étaient réellement. Et demain, ai-je pensé alors que les lumières de la ville apparaissaient devant moi, je commencerais à décider quoi faire de cette liberté. Les lumières de la ville se reflétaient dans mon rétroviseur alors que je regagnais enfin mon appartement. J'avais conduit en pilote automatique, mes pensées tourbillonnant autour de l'expression sur le visage de Chantal quand j'avais mentionné qu'Étienne m'appelait tous les 3 mois juste pour discuter. C'était comme si j'avais parlé une langue étrangère. Mon téléphone n'avait cessé de vibrer pendant tout le trajet. D'abord Chantal, puis Hugo, puis Chantal à nouveau. Je n'ai répondu à aucun appel. Au lieu de cela, j'ai monté les escaliers jusqu'à mon modeste 3 pièces. Je me suis servi un verre de Sancerre et je me suis assise près de la fenêtre qui donnait sur un petit square parisien. C'était mon véritable chez moi, pas la maison de campagne avec ses pièces parfaitement décorées et sa table pour 12. Ce petit espace où je pouvais lire en paix, où j'avais mes livres préférés à portée de main, où personne n'attendait rien de moi, sauf que je sois moi-même. Le téléphone a de nouveau sonné. Cette fois, c'était Martine. Allô, Martine, ai-je répondu, surprise du calme de ma propre voix. Amélie, ça va? Ça va. Comment ça se passe là-bas? Martine a soupiré. Chantal est furieuse. Hugo, eh bien, il fait des calculs sur son téléphone. Je crois qu'il estime combien d'argent il pensait que tu pourrais lui donner. Et toi? Moi, je fais la vaisselle et j'essaie de digérer ce qui vient de se passer. Il y a eu une pause. Amélie, ce que tu as dit sur Étienne, tu n'en avais jamais parlé. Il n'y avait aucune raison de le faire. C'était privé. Mais la façon dont Chantal et Hugo ont réagi, c'était exactement ce à quoi je m'attendais, ai-je dit en prenant une gorgée de vin. C'est pour ça que je ne leur avais rien dit. Tu vas revenir à la maison ce soir? Je veux dire, tu vas arranger ça avec eux? La question a flotté entre nous. Par la fenêtre, je pouvais voir un jeune couple se promener dans le square, leurs mains enlacées, riant de quelque chose que seul comprenait. Je me suis demandé quand j'avais ri comme ça avec quelqu'un de ma famille pour la dernière fois. Martine, je peux te poser une question? Bien sûr. Pourquoi es-tu venu ce soir? Et s'il te plaît, sois honnête. Un autre long silence. Quand Martine a de nouveau parlé, sa voix était plus douce. Parce que je voulais te voir. Je sais que nous avons été distantes, mais j'ai toujours pensé que peut-être, un jour, nous pourrions, je ne sais pas, redevenir amis. Comme quand nous étions enfants. Et maintenant? Maintenant, je vois que Chantal et Hugo sont venus pour des raisons très différentes. Tu savais pour leurs problèmes financiers? Je savais qu'Hugo avait perdu de l'argent. Chantal avait mentionné il y a quelques mois que tu étais à l'aise financièrement et que tu pourrais peut-être aider le moment venu. Je pensais qu'elle parlait hypothétiquement. Et maintenant tu te rends compte que ce n'était pas hypothétique. Maintenant, je me rends compte qu'il planifiait ça. Je me suis adossé à ma chaise, ressentant un mélange de validation et de tristesse. Au moins, Martine voyait clair maintenant. Après avoir raccroché avec Martine, je suis resté éveillé tard, regardant par la fenêtre et pensant à l'histoire que je leur avais racontée sur Étienne. Je n'avais pas menti. Chaque mot était vrai. Mais je n'avais pas non plus raconté toute l'histoire. Étienne ne m'avait pas seulement appelé tous les 3 mois. Au cours des 5 dernières années de sa vie, nous étions devenus vraiment proches. Il avait commencé à me rendre visite, d'abord occasionnellement, puis plus fréquemment. Nous dînions ensemble, allions à des concerts, discutions de livres pendant des heures. À bien des égards, il était devenu le fils que je n'avais jamais eu. Quand il m'a appelé pour m'annoncer son diagnostic, j'ai pleuré plus que je n'avais pleuré pour aucun membre de ma famille biologique depuis des décennies. Et quand il est mort, me laissant non seulement son argent mais aussi des lettres expliquant pourquoi il me considérait comme la seule vraie famille qu'il ait jamais eue, j'ai compris qu'il avait ressenti la même chose envers moi. Mon téléphone a vibré avec un SMS.
C'était de Chantal. Amélie, c'est ridicule. Nous sommes des adultes. Nous pouvons en parler civilement. Viens déjeuner demain. Chez toi. 13 heures, je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai écrit mon propre message, mais je ne le lui ai pas envoyé. Je l'ai envoyé à Maître Renaud, un de mes anciens étudiants devenu avocat spécialisé en droit du patrimoine. Maître Renaud, pourriez-vous m'appeler demain? Je dois faire quelques changements à mon testament. Sa réponse est arrivée 10 minutes plus tard. Bien sûr, professeur. Tout va bien? Tout est parfaitement clair, pour la première fois depuis longtemps. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec un sentiment de détermination que je n'avais pas ressenti depuis des mois. J'ai préparé du café, je me suis habillé avec soin, une robe en maille bleu marine qui épousait mes formes sans les contraindre, des bottines en cuir souple, un collier discret en argent. Je voulais me sentir forte, maîtresse de moi-même. J'ai attendu l'appel de Maître Renaud. Il est arrivé ponctuellement à 9 heures. Professeur, que puis-je faire pour vous? Maître Renaud, je dois réécrire complètement mon testament. Et je dois protéger mes actifs de toute contestation juridique. Il s'est passé quelque chose? Je lui ai raconté le dîner, les réactions de ma famille, l'embuscade que j'avais vue venir dès l'instant où Chantal avait remarqué la notification bancaire. Je comprends, a dit Maître Renaud quand j'ai eu fini. Qu'avez-vous en tête? Je veux créer une fiducie irrévocable. Je veux que tous mes actifs soient protégés légalement contre toute réclamation de parenté. Et je veux changer complètement les bénéficiaires. Commençons par qui je veux exclure. Pendant que je parlais avec Maître Renaud, mon téléphone a continué de vibrer avec des messages de Chantal et Hugo. Je les ai tous ignorés jusqu'à ce qu'un message de Martine arrive. Amélie, ils sont dans ta maison de campagne. Ils t'attendent pour le déjeuner. Chantal dit que si tu ne viens pas, ils iront à ton appartement. J'ai regardé le message un long moment. Puis j'ai répondu. Qu'ils viennent. 1 heure plus tard, j'ai entendu des voix dans le couloir devant mon appartement. Ils n'ont pas frappé. Ils ont simplement commencé à parler assez fort pour que je puisse les entendre à travers les murs fins. On sait que tu es là, Amélie, a crié Chantal. Tu ne peux pas nous éviter éternellement. J'ai ouvert la porte et j'ai trouvé Chantal et Hugo debout dans le couloir, avec Martine derrière eux, l'air profondément mal à l'aise. En quoi puis-je vous aider? Ai-je demandé, comme s'ils étaient des démarcheurs. On peut entrer? A demandé Hugo, s'avançant déjà. En fait, je préfère que nous parlions ici. Amélie, c'est ridicule, a dit Chantal. Nous sommes une famille, nous devons parler de ce qui s'est passé hier soir. De quoi y a-t-il à parler? De tout. La voix d'Hugo s'était élevée, puis il a regardé autour de lui dans le couloir et l'a baissé. Tantine, je pense qu'il y a eu un malentendu. Personne ne dit que tu nous dois quelque chose. Non, enfin, pas exactement, est intervenue Chantal. Mais tu ne peux pas non plus prétendre que nous n'avons pas d'attentes relationnelles. Des attentes basées sur quoi? Sur le fait que nous sommes ta famille. Hugo semblait sincèrement perplexe face à la question. Sur le fait que nous nous sommes souciés de toi toutes ces années. Vous vous êtes soucié de moi? Bien sûr que oui, a dit Chantal. Pourquoi crois-tu que nous organisions ces dîners? Je pensais que c'était moi qui les organisais. Eh bien, oui, mais nous venions. Nous nous présentions. Et c'est ça, se soucier de moi? Se présenter à un repas gratuit, le silence s'est étendu dans le couloir. Je pouvais entendre le trafic de la rue en bas, le bourdonnement du néon, les battements de mon propre cœur. C'est donc un ultimatum, ai-je finalement dit. C'est la réalité, a dit Chantal. La famille, ça signifie le sacrifice, ça signifie le partage. Si tu ne peux pas faire ça. Si je ne peux pas faire ça, vous allez me couper de vos vies. Amélie, est intervenue Martine doucement, je ne pense pas que ce soit ce qu'ils veulent dire. Non. J'ai regardé Chantal et Hugo. C'est ça que vous voulez dire? Chantal a levé le menton, défiante. Ça veut dire qu'on ne peut pas prétendre être une famille heureuse si tu n'agis pas comme une famille. Et agir comme une famille, ça veut dire leur donner de l'argent. Ça veut dire être là quand on a besoin de toi, a dit Hugo. Et en ce moment, on a besoin de toi. Je comprends, ai-je hoché la tête lentement. Donc si je ne vous donne pas d'argent, je perds ma famille. Ne le présente pas comme ça. Comment devrais-je le présenter?
Présente-le comme le fait que tu peux choisir d'être généreuse, ou tu peux choisir d'être égoïste. Hugo avait complètement perdu son sang-froid. Tu peux choisir de prendre soin des gens qui t'aiment, ou tu peux choisir de t'accrocher à de l'argent que tu n'as même pas gagné. De l'argent que je n'ai pas gagné, ai-je répété. Intéressante façon de voir les choses. Eh bien, c'est vrai, a dit Chantal. Tu as juste eu de la chance. Étienne t'a choisi pour une raison ou une autre, mais ce n'est pas parce que tu le méritais plus que n'importe qui d'autre. Non, tu n'étais pas sa vraie famille. Tu étais juste, pratique. La cruauté du commentaire m'a frappé comme une gifle. Martine a eu un hoquet de surprise. Même Hugo semblait choqué par les mots de sa mère. Maman, a-t-il murmuré. Mais Chantal n'avait pas fini. Peut-être qu'il t'a laissé l'argent parce... Alors que les voix de Chantal et Hugo s'estompaient dans le couloir, je suis resté debout près de mon bureau, le téléphone toujours à la main, avec l'impression de m'être réveillé d'un sommeil de 30 ans. Ce n'était pas de la tristesse que je ressentais, ni même encore du soulagement. C'était de la clarté. Une clarté si pure et si nette que je me suis demandé comment j'avais pu vivre si longtemps dans le brouillard. Professeur ? La voix de Maître Renaud m'a ramené au présent. Vous êtes toujours là ? Oui, Maître Renaud, pardon. J'étais en train de digérer. Êtes-vous sûr de vouloir procéder aujourd'hui ? Nous pouvons attendre quelques jours si vous avez besoin de temps pour réfléchir. Non, ai-je dit fermement. J'ai eu des années pour réfléchir. Il est temps d'agir. Pendant les 2 heures qui ont suivi, Maître Renaud et moi avons travaillé sur les détails de ce qu'il a appelé une restructuration patrimoniale complète. En termes juridiques, cela sonnait clinique et froid. Pour moi, c'était comme si j'écrivais enfin ma propre histoire après des décennies à laisser les autres l'écrire pour moi. Je veux créer une fiducie irrévocable qui contiendra 90% de mes actifs. Je veux qu'elle soit impossible à contester, impossible à réclamer, impossible à défier. C'est faisable. Et les bénéficiaires ? Martine reçoit 25%. Votre cousine ? Aucune restriction. Elle peut en faire ce qu'elle veut. Et le reste ? 50% va à un fonds de bourse que je veux créer. Nous l'appellerons le fonds Étienne Dubois pour les étudiants résilients. Pour les étudiants qui luttent, qui n'ont pas de soutien familial, qui ont besoin de plus que de l'argent, qui ont besoin que quelqu'un croie en eux. Je pouvais entendre Maître Renaud taper rapidement. Et les 25% restants ? 23% seront répartis entre des associations caritatives locales que je soutiens anonymement depuis 1 an. J'ai une liste. Et les 2% finaux ? Ceux-là, ai-je dit en souriant malgré moi, ceux-là vont à Soraya. Qui est Soraya ? Une étudiante qui a reçu une de mes bourses anonymes il y a 2 ans. Elle a obtenu son diplôme le mois dernier et m'a écrit une lettre pour essayer de savoir qui avait payé ses études. Elle voulait remercier son bienfaiteur anonyme. Allez-vous la contacter ? Je l'ai déjà fait. Nous nous rencontrons demain. Après avoir terminé avec Maître Renaud, je me suis assise dans mon fauteuil préféré près de la fenêtre et j'ai sorti la lettre de Soraya. Je l'avais lue des dizaines de fois depuis son arrivée il y a 1 semaine, mais à chaque fois, j'y trouvais quelque chose de nouveau. Cher bienfaiteur anonyme, commençait-elle. Je sais que vous avez choisi de rester anonyme pour une raison, mais je ne pouvais pas obtenir mon diplôme sans au moins essayer de vous trouver et de vous dire ce que votre générosité a signifié pour moi. La lettre continuait en décrivant comment Soraya avait grandi en foyer d'accueil, comment elle était sortie du système à 18 ans sans famille ni soutien. Comment elle avait cumulé 3 emplois tout en étudiant pour devenir enseignante. La bourse avait fait la différence entre abandonner l'université et réaliser son rêve. Mais plus que l'argent, écrivait-elle, ce qui m'a soutenu, ce sont les petites notes qui accompagnaient les chèques. Des petits mots d'encouragement qui me disaient que quelqu'un croyait en moi. Ces notes, je les ai toutes gardées. Je les lisais lors de mes nuits les plus difficiles, quand je voulais abandonner. Des notes d'encouragement. J'avais oublié ces petites cartes que j'incluais avec chaque bourse. Des phrases simples comme « Votre éducation est un investissement dans l'avenir » ou « Je crois en votre potentiel ». Je n'avais jamais pensé que quelqu'un les garderait. Maintenant, je suis enseignante en CP dans une école de RP+, continuait la lettre. Chaque jour, je vois des enfants qui me rappellent moi-même, intelligents, avec du potentiel, mais sans personne pour croire en eux. Je veux être pour eux ce que vous avez été pour moi, la preuve que quelqu'un s'en soucie. La lettre se terminait par une ligne qui m'avait fait pleurer la première fois que je l'avais lue. Je ne sais pas si vous lirez jamais ceci,
mais je voulais que vous sachiez que votre bonté se multiplie. Chaque élève que j'aide est une extension de votre cadeau envers moi. C'était ça, la différence. Je l'ai réalisé. Étienne m'avait laissé son argent parce qu'il comprenait que je l'utiliserais pour créer plus de bonté dans le monde. Soraya avait reçu mon aide et avait choisi de consacrer sa vie à aider les autres. Aucun d'eux n'avait vu ma générosité comme quelque chose qui leur était dû, ou comme une opportunité de profit personnel. Mon téléphone a vibré avec un SMS de Martine. Ça va? Chantal et Hugo sont furieux, mais je crois qu'ils comprennent enfin que tu es sérieuse. J'ai répondu. Ça va. Peux-tu passer à mon appartement cet après-midi? Il y a quelque chose que je veux te donner. Elle est arrivée 2 heures plus tard, l'air nerveuse et incertaine. Amélie, j'espère que tu sais que je ne savais pas ce que Chantal et Hugo préparaient. Je sais, ai-je dit en l'invitant à s'asseoir. C'est pour ça que je voulais te voir. Je lui ai tendu une enveloppe épaisse. Ouvre-la. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle rompait le seau. À l'intérieur, il y avait un chèque de 500 000 € et une lettre. Amélie, qu'est-ce que c'est? Ton héritage. J'ai décidé de te le donner maintenant, plutôt que d'attendre ma mort. Je ne peux pas accepter ça. Pourquoi pas? Parce que je n'ai rien fait pour le mériter. Non. Tu ne m'as pas défendu quand Chantal et Hugo m'ont attaqué. Mais tu as été la seule personne dans cette famille à me traiter comme un être humain plutôt que comme un compte en banque. Martine avait les larmes aux yeux. Mais c'est trop. Lis la lettre. Avec des mains tremblantes, elle a déplié la feuille de papier. Chère Martine, pendant des années, j'ai observé comment tu naviguais dans les dynamiques difficiles de notre famille avec grâce et dignité. Tu n'as jamais rien demandé, jamais rien attendu, mais tu as toujours été présente quand ça comptait. Cet argent vient sans condition et sans attente. Utilise-le comme tu le souhaites, pour ta retraite, pour voyager, pour aider les autres, ou simplement pour avoir la sécurité de savoir que tu seras bien. Plus important que l'argent, je veux que tu saches que je te considère comme la seule vraie famille qui me reste. J'espère que nous pourrons construire une amitié authentique, basée sur l'affection mutuelle, pas sur des obligations familiales. Avec amour et gratitude, Amélie. Quand elle a fini de lire, Martine pleurait ouvertement. Je ne sais pas quoi dire. Dis que tu accepteras d'être mon amie. Ma famille choisie. Bien sûr, a-t-elle murmuré en me serrant fort dans ses bras. Mais Amélie, et le reste? Chantal et Hugo? Ils sont officiellement hors de mon testament. Maître Renaud prépare tous les documents juridiques pour s'assurer qu'ils ne pourront pas contester mes décisions. Martine s'est écartée pour me regarder. Tu ne ressens pas un peu de tristesse pour ça? Ce sont ta famille. Non, Martine. Toi, tu es ma famille. Soraya, que je vais rencontrer demain, est plus une famille pour moi que Chantal ou Hugo ne l'ont jamais été. Cette nuit-là, après le départ de Martine, je me suis assise pour écrire d'autres lettres. Pas des lettres légales cette fois, mais des lettres personnelles. La première était pour Chantal. Chère Chantal, quand tu liras ceci, tu auras déjà reçu les documents légaux de Maître Renaud expliquant les changements dans mon testament. Je n'écris pas pour expliquer ou justifier mes décisions, mais pour dire adieu. Tu as choisi de voir notre relation comme transactionnelle, et j'ai décidé d'honorer ce choix. Si ma valeur pour toi était basée sur ce que je pouvais te donner financièrement, alors elle n'a jamais eu de valeur réelle pour commencer. Je te souhaite le meilleur dans ta vie, mais cette vie ne m'inclura plus. Amélie. La deuxième était pour Hugo. Hugo, j'ai toujours cru que tu grandirais pour devenir un homme qui comprend que le respect se gagne, il ne s'hérite pas. Je me suis trompé. Ton ultimatum m'a libéré de années de prétention. Merci pour cette clarté. J'espère que tu trouveras le succès que tu cherches, mais ce ne sera pas avec mon argent. Tantine Amélie. La troisième lettre était la plus importante. Chère Soraya, j'ai hâte de te rencontrer demain. Ta lettre est arrivée au moment parfait de ma vie, me rappelant pourquoi la générosité vaut la peine quand elle est donnée librement et reçue avec gratitude. Je ne sais pas si c'est trop direct, mais au cours des dernières 48 heures, j'ai complètement redéfini mon concept de famille. Si cela te convient, j'aimerais que tu envisages de faire partie de ma famille choisie. Non pas comme bénéficiaire de ma charité, mais comme quelqu'un avec qui je pourrais partager les fêtes, les conversations sur les livres, les petites joies et les tristesses de la vie. J'ai beaucoup à apprendre sur la façon d'être une famille pour quelqu'un sans les complications de l'histoire et des attentes.
Peut-être que tu pourras m'apprendre. Avec une affection anticipée, Amélie. Alors que je scellais les lettres, mon téléphone a sonné. C'était Maître Renaud. Professeur, j'ai de bonnes nouvelles. Tous les documents sont préparés. La fiducie est structurée de manière à être pratiquement impossible à contester. Vos actifs sont protégés. Et les nouveaux bénéficiaires, tout est en ordre. Êtes-vous sûr de ne vouloir inclure aucune provision pour votre sœur ou votre neveu? Je suis absolument sûr. Très bien. Quand voulez-vous signer? Demain après-midi. Après avoir rencontré Soraya. Après avoir raccroché, j'ai marché jusqu'à ma bibliothèque et j'ai sorti un exemplaire usé des Grandes Espérances de Dickens. Étienne m'avait offert ce livre spécifique pendant sa dernière année d'université, avec une note qui disait, pour la professeure qui m'a appris que les plus grandes espérances que